En fait, ce n'est pas un webinaire, hein, c'est un rendez-vous de partage d'expériences et notamment les expériences des lauréats du prix Afrique One, une seule santé. Un prix lancé à la suite de la deuxième conférence mondiale des journalistes scientifiques qui s'est tenue en 2025 en Côte d'Ivoire et organisé par le réseau des journalistes scientifiques d'Afrique francophone. Nous avons reçu et examiné pour ce concours 28 candidatures provenant de 13 pays. Les productions ont été évaluées selon leur pertinence par rapport à la thématique Une seule santé. Et au final, 4 reportages ont séduit le jury par leur originalité, leur rigueur journalistique, le choix du sujet traité, leur clarté et leur impact potentiel, impact social, sanitaire et environnemental. Et parmi ces lauréats, nous avons Salibé Kabila, qui nous vient de la République démocratique du Congo. Il travaille pour le média Mongabé. Et l'article premier, c'est un article qui porte sur la pollution minière des cours de l'Ekassi, qui menace à la fois la pêche et la santé des populations. Nous avons aussi Ruth Koutemba de la RDC aussi, du média Science de chez nous, pour son article sur le paludisme et la dengue. Donc, elle explore dans son papier les méthodes novatrices des chercheurs africains contre les insectes tueurs. Nous avons aussi Aïrono de Savi du Togo, du média Togo First, pour l'article qui porte sur les pigeons, un maillon inattendu de la résistance aux antimicrobiens au Togo. Et le quatrième, bien évidemment, toujours au Togo, pour Charles Essodina Kolou, qui malheureusement a signalé son indisponibilité, il n'est pas avec nous. Son reportage primé traite du sujet du changement climatique, les fortes chaleurs qui sont en danger pour la femme enceinte et son bébé. Moi, je ne suis pas lauréat, je suis juste le modérateur de la session et c'est un plaisir pour moi de donner la place, donner la parole aux lauréats pour nous raconter leur parcours, les coulisses de leur reportage primé, les obstacles qu'ils ont dû surmonter, les réalités du terrain et ce que, bien évidemment, ce prix représente pour eux et pour leur carrière. Et il faut rappeler, comme je viens de le dire, qu'ils sont originaires de la République démocratique du Congo et du Togo. On va commencer peut-être par Ruth ou par Aïrono. Ceux qui se sont à l'aise prend la parole en premier. Comment ça va? Comment, franchement, ça va? Comment ça va chez vous? Chez moi, il n'y a pas d'électricité depuis hier. Et ce matin, en plus, donc, je commence comme ça avec un ordinateur qui est à 14%. Donc, voilà comment je vais actuellement. Et vous, comment ça va? Renaud, Ça va, on va dire. C'est vrai qu'on partage le même pays par la force des choses et c'est vrai que qu'au côté de l'électricité, on est servi ces derniers temps. Donc, on s'accroche quand même, power bank et tout ce qu'il faut histoire de pouvoir survivre. Sinon, à part ça, bon, ça va, on fait aller. Je pense que pour un journaliste, c'est une expérience, tout ce qui se passe actuellement. Ruth, honneur aux femmes. J'aurais dû commencer par là, ou bien. Mais non, pas nécessairement, en fait. Je vais très bien. Je suis très ravie d'être là, d'être présente, de partager les coulisses de nos travaux primés. Et dans mon pays, tout va très bien. Les problèmes d'électricité qui venaient d'être évoqués, c'est une réalité purement africaine, non? Donc, je ne peux pas dire que nous, ici, on ne vit pas cette réalité. Et donc, heureusement que je suis à la maison, il y a de l'électricité, comme vous le constatez, et je vais très bien. Voilà. Merci de savoir, Ruth, que tu vas très bien et qu'on partage les mêmes réalités hein, du Togo en RDC. Saïbé, la même question pour toi. Dis-moi, comment tu te sens aujourd'hui? Alors, moi, je me sens super bien aujourd'hui, hein. Vraiment super bien par rapport à vous. J'ai du courant à la maison, hein. Il y a de l'électricité. C'est matin, donc, et mon Plutôt ordinateur est chanceux. à 100%. Chanceux. Je suis chanceux. J'espère on n'a pas trop de problèmes d'électricité ces derniers jours. Donc, moi, ça me va et ça me permet de bien travailler. Surtout quand tout s'est fait en ligne, là, c'est compliqué. Ouais. Voilà, dites-moi, vous êtes tous les trois ou les quatre, parce qu'on n'a pas Charles avec nous aujourd'hui, mais tous les trois, vous êtes lauréats du prix Afrique One Seule Santé de la Conférence mondiale des journalistes scientifiques francophones. Moi, je veux savoir où vous étiez lorsque vous avez reçu ce mail-là.
Dans quelles circonstances vous trouvez quand vous avez ouvert votre ordinateur et puis voilà, paf, oh voilà, je suis lauréat. Parce qu'en fait, il faut avouer que les résultats devraient être donnés depuis janvier, n'est-ce pas? Donc, on a pris du retard en fait. Il y a des candidats qui s'impatientaient, qui nous envoyaient des mails pour savoir pourquoi on n'a pas encore annoncé, qu'est-ce qui s'est passé. Je pense qu'à un moment, vous avez même dû oublier en fait avoir postulé pour ce prix. Mais finalement, quand vous prenez votre téléphone portable, votre ordinateur, vous l'allumez et vous vous rendez dans votre Gmail ou voilà, dans votre boîte électronique, vous voyez le mail lauréat. C'était, est-ce que vous vous rappelez où vous étiez quand vous avez vu l'annonce? On commence par où? Honneur aux femmes, hein. Alors, merci beaucoup. Alors déjà, il faut dire que moi, je travaille généralement en ligne. Donc, c'est rare OK. pour les personnes avec qui j'ai converse régulièrement. C'est difficile que je ne sois pas connectée. Donc, je suis Ah, généralement connectée. Et ce jour-là, j'étais en train de travailler et de faire un travail. J'étais justement connectée et j'ai reçu une notification parce que tous les messages qui me parviennent via le mail, d'abord, je suis notifiée à l'avance. Et le message était du réseau de jeunesse scientifique d'Afrique francophone. Et m'annonçant que j'étais lauréate du prix. On a perdu connexion. oui, on l'a perdu. J'ai cru que c'était chez moi. On a perdu connexion, malheureusement. Voilà. Bon, au-delà de Et l'électricité, tout il y a le ça, problème ben, de la finalement, connexion Internet aussi. Elle est là, elle est ben, elle là. m'a dit, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui va pas? J'ai dit, ben, fais lire le message. Alors, j'étais aux anges. J'étais très ravie. Parce que je dois dire que je ne m'y attendais pas parce que je ne pouvais pas aussi sous-estimer la concurrence. Parce que déjà, que le prix, la façon dont on a fait les bruits sur les réseaux sociaux, ça a été envoyé presque sur plusieurs plateformes. Et On l'a encore perdu. Après l'électricité, il y a la connexion. Oui, la connexion. Ça, c'est le C'est commun deuxième à tout le défi. monde, hein. Ruth, c'est que tu m'entends pas, mais Saïb, est-ce que tu peux nous raconter voilà, les circonstances dans lesquelles tu as pris ta sélection? Alors moi, j'étais où déjà? Ce matin-là, je me rendais, enfin, j'étais en train d'aller sur le terrain. si vous restez, Hum, est-ce Oui, que ça, mon micro, je veux chuter déjà. ok, ok. vas-y. Alors justement, et donc je ne m'y attendais pas et j'étais vraiment très contente, très très contente. Je n'avais pas fermé l'œil de la nuit, j'étais toute souriante à la maison, j'étais toute souriante et donc voilà, c'était un moment de joie, c'était vraiment un moment de joie. Bon, tu étais à la maison, pas même pas à la rédaction quand tu Non, as j'étais reçu à la la maison dans ma notification. chambre j'étais à la maison dans ma chambre sur mon ordinateur en train de bosser. Et j'ai Ok. reçu ce mail et j'étais très ravie, très contente, hyper heureuse. Ce n'est pas le cas pour Saïbé. Je pense que tu n'étais pas à la maison, toi, Saïbé. Ah, moi, j'étais pas à la maison. Je me rendais sur un terrain. Je devais faire un tournage ce matin-là. Donc, j'étais en train de partir et je n'avais pas, je me suis rendu compte qu'en sortant, je n'avais pas vérifié mes mails. Parce que généralement, tout est OK. J'ai vérifié la nuit et je me connais généralement au 8h GMT. Mais bon, je suis toujours tenté de vérifier tout ce qui se passe sur le mail parce que je ne sais jamais qui t'écrit. Et alors là, je tombe sur vous êtes lauréat vous êtes lauréat du prix CMJSF de 2025. Là, j'étais en mode waouh, 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 waouh. C'est quoi en fait? C'est énorme, c'est énorme. J'étais waouh, waouh, waouh. J'étais en mode incroyable là. Mais après, j'ai pas trop fêté. J'étais en mode waouh, mais c'est sérieux en fait. Ils sont sérieux ces gars-là en fait. Ils m'ont donné les. J'ai vérifié, je dis ouais, c'est sérieux, c'est sérieux. Après, il fallait que je vois mon collègue qui m'attendait sur le tournage, que je Le lui dis, terrain, bah, ouais. écoute, moi, je viens de gagner, tu vois, je viens de gagner un prix chez RGSAF et c'est incroyable déjà de le recevoir pendant ces temps, alors que j'étais en pleine préparation pour le lancement de notre chaîne TikTok. Donc, j'étais en mode, waouh, c'est énorme, ça fait un coup de boost alors qu'on est à quelques semaines de ces grands moments et j'étais super content. Et surtout que moi, lorsque j'ai déposé la candidature, lorsque j'ai postulé pour ces prix, c'est normalement, comme tu l'as rappelé, le résultat devait être donné en janvier. Et vu que Ouais. janvier, il n'y avait aucun feedback, moi, j'ai complètement oublié. J'ai complètement oublié. Il faut partir, il faut faire autre chose. J'avais complètement oublié. Et puis moi, je me disais, ben, OK, cette année, on va quand même essayer d'aller participer à la conférence.
qui va être organisé certainement. Donc, je vais essayer d'être là. Mais moi, j'ai complètement oublié. Et en mars, c'est presque 2 mois après janvier, en fait. J'ai reçu ces mails. C'était un grand moment. J'étais super content et très, très fier de moi, hein, et aussi de ces prix parce que c'est les tout premiers que je viens de recevoir à l'international. Et ça m'a rendu super fier. On ne l'oublie jamais, hein, comme un premier amour, en fait. Le premier amour qu'on n'oublie jamais, hein. On l'oublie Renaud, est-ce que jamais, pour oui. toi, c'était un cinquième amour ou plutôt un septième? En fait, je sais honnêtement plus où j'étais parce que je sais plus. Parce qu'effectivement, ça doit être tombé en janvier. Après, bon, je me suis dit, oui, bon, ça arrive, Ah, que ces choses-là traînent. Mais à un moment donné, quand même, je l'ai un peu oublié parce que, wow. comme ça, il y a beaucoup de projets sur lesquels on est parfois, bon, tu oublies. Et quand ça arrive, je ne sais plus, honnêtement, je n'arrive plus à me rappeler où j'étais, précisément où j'étais. Parce que, bon, c'est vrai, comme moi, j'ai euh, mon Gmail configuré sur mon téléphone. En général, il y a pas, il y a très peu de Ouais. chances qu'un mail tombe et que je ne le vois pas dans le quart d'heure, quoi. Donc, c'est le seul truc qui a des notifications sur mon téléphone d'ailleurs, le mail. Du coup, ben, je ne sais plus exactement, je ne sais pas te dire où est-ce que j'étais précisément quand je l'ai lu. Ouais. Et ça m'a fait plaisir parce que quand même, je me rappelais de toutes les relances, des réclames. Et puis bon, c'est la première fois que je participe formellement à un concours de journalisme, quoi. Donc, autant j'ai l'habitude pour d'autres types de prix, autant pour le journalisme spécifiquement, j'ai pas vraiment on va dire, de background en la matière. Donc, c'était quand même un moment important. Surtout que ce soit un prix qui vient d'une organisation comme quand même que je connais parce que j'étais à Ouais. j'étais À à la la conférence. conférence et je suis membre du réseau local aussi. Donc, c'est quand même très important. Je connais aussi la qualité de ceux qui sont dans au niveau de l'organisation, ce sont quand même des journalistes d'expérience avec des années de pratique. Donc, ça faisait que, quand même que c'était une très, très belle façon d'entrer, on va dire, d'avoir un peu plus de reconnaissance dans le domaine du journalisme scientifique. Et surtout, bon, on parlera sans doute de l'après plus tard, mais c'est surtout le traitement aussi que peut-être ma rédaction, les amis, aussi l'organisation a fait du prix qu'il y a Oui. donné encore plus, je pense, Ouais. Ouais. pleure. Bah, c'est aller bien au-delà de mes espérances. Parce que pour moi, bon, c'était un truc sympa qu'on met sur son CV, tu vois, histoire Là, d'impressionner Renaud, de tu es en train de répondre à la deuxième question que moi j'ai en tête pour toi. C'est la question de savoir qu'est-ce que ce prix représente pour toi. Je pense que c'est... Oui, Ouais. si je peux enchaîner avant que les autres niveaux, c'est vraiment ça. Pour moi, à la base, c'était juste. Bon, voilà, c'est bien, quoi. Tu peux dire, bon, Une j'ai été reconnu aventure. par voilà, un réseau de journalistes scientifiques en Afrique francophone. Donc, quand même, ça te permet quand même d'avoir une légitimité quand tu prends une position en tant que journaliste ou quand tu postules à d'autres projets, par exemple, ou d'autres prix. Donc, il y avait cette logique-là. Et au-delà de ça, c'est vraiment le traitement qui lui a donné une ampleur encore massive. Déjà tu vois, la mise en valeur même par le RJR, sur ces différents canaux. Et ça veut que plein de gens ont relayé, ont commenté, ont dit bon, qu'est-ce qui se passe, et, tu vois, etc., etc. Et après aussi, ma rédaction elle-même, donc l'agence Ecofilm, que ce soit To Go First et que ce soit le site Ecofilm même, a aussi été très enthousiaste vis-à-vis du prix. J'ai vu aussi comment Mongabé a traité, je pense, Ouais. euh, avec Saïbé. Donc, il y a eu une mise en valeur par les différentes rédactions respectives du prix qui m'a beaucoup touché et qui a aussi, je pense, révélé encore plus l'impact et l'importance de ce prix. Parce que, bon, en tant que journaliste, on postule à des trucs tout le temps. Hein. Donc, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Ça Parfois, marche si pas. ça marche, tu as ton article publié et peut-être $200, oui, bon, tu passes à autre chose. Quoi. Mais là, il y a vraiment une mise en valeur qui est très, très, très importante et donc qui a révélé encore plus la valeur de la chose. Surtout que quand j'ai vu les sujets primés, on se rendait quand même compte qu'il y avait beaucoup de qualité et de recherche, on va dire, sur les sujets. Donc, que c'est la dingue, la relation entre la chaleur et la santé des femmes enceintes, la pollution, vous voyez, quand même des sujets centraux, quoi. Et donc, c'est tout ça, je pense, et qui fait de ce prix peut-être un des grands moments pour moi de l'année. Quoi qu'on dise, l'année n'est pas encore finie. Mais en tant que journaliste, je pense que c'est le plus important prix que je reçois pour le moment. Bon, j'ai eu d'autres prix dans d'autres domaines, mais spécifiquement dans le journalisme,
pour moi, c'est assez important et je suis très, très reconnaissant au RJ-SAF pour l'opportunité. Et aussi très content d'avoir participé finalement parce qu'il y a beaucoup de prix auxquels on les voit passer, mais on ne postule pas et après on regrette. Ruth, je pense qu'il y a des doublements de voix. Mais dites-moi, ou dites-nous, quelque chose que représente pour toi. Qu'est-ce que ces prix représentent pour moi? Ces prix représentent beaucoup de choses pour moi parce que je dois aussi avouer que c'est mon tout premier prix gagné à l'international. Oui. Et c'est une véritable reconnaissance professionnelle. Vous savez, je suis journaliste scientifique, je n'ai pas 10 ans d'expérience dans ces domaines, encore moins 7 ans. Mais quand vous vous rendez compte que en tant que journaliste scientifique, c'est vrai, il y en a autant, vous soumettez un prix, vous soumettez votre travail et qui est reconnu international comme ça, c'est une véritable reconnaissance professionnelle parce que ça vous donne, ça donne un poids à votre CV, ça vous donne de la valeur, ça vous donne aussi de la visibilité professionnelle. J'ai quand même un réseau assez large. Je me rappelle le jour où j'avais reçu ces prix où vous avez rendu ça public. En fait, ces jours-là, j'ai dormi en fait, je n'étais pas connectée. Et quand je me suis connectée, j'ai reçu les messages des collègues un peu de partout. J'ai un peu des contacts partout en Afrique, on m'envoie des messages, félicitations. Et c'est quand vous avez rendu ça public sur les plateformes. Et je me suis dit que non, c'est une véritable reconnaissance professionnelle, en tout cas, parce que déjà, ça travaille sur votre visibilité. Le réseau a différentes plateformes. Et puis, ça me fait un an, s'il vous plaît. Donc, quand on parle de Ruth Kutemba, je me vante, mais je ne suis pas quand même n'importe qui, non? Elle a gagné le prix, elle a été lauréate. Donc, ça veut dire quand même que je suis quand même parmi les journalistes des qualités. Je dois le dire comme ça. Donc, c'est mon tout premier prix à l'international et c'est une véritable reconnaissance professionnelle. Et quelque part, je sens un peu une lourde responsabilité et une charge à poursuivre un travail avec sur la même lancée, mais en fait, faire plus, en fait. Faire plus, c'est sûr. Lorsque j'ai également vu les travaux de mes collègues et je me suis dit que c'est vrai que notre travail a eu la chance d'être primé, c'est une reconnaissance professionnelle, mais quelque part, je pense que c'est une lourde responsabilité qui me demande à mieux faire encore, donc à travailler davantage, à me booster encore. Et je pense que sur les plans professionnels, je ne sais pas promettre, mais je vais encore travailler dur parce que on pense que quand on reçoit un prix, c'est un plafond. Oh, voilà, ça va, la prochaine. Non, moi, je pense que ça doit être une motivation, comme je parle pour les cas qui me concernent. Pour moi, c'est une motivation à travailler encore davantage. Reconnaissance professionnelle, oui, d'accord, mais il faut encore travailler davantage. Et pour un journalisme de qualité et aussi pour faire valoir aussi sa personne encore, parce que dans le journalisme scientifique, nous avons beaucoup de défis. Nous sommes nombreux et un journaliste, ce n'est que par son travail et par la qualité de ce qu'il fait comme travail qui sera respecté. Et donc, aujourd'hui, comme je l'ai dit, quand on parle de Ruth Kutemba, et par rapport au prix que j'ai reçu, donc, ma valeur a un peu, comment je vais dire, j'ai une valeur autre que celle que j'avais avant. J'ai j'ai un poids. Je ne dis pas que je n'en avais pas avant, mais reconnaissons quand même, s'il vous plaît. C'est une véritable reconnaissance professionnelle et qui me place sur un piédestal et je suis énormément fière de moi-même. Ben voilà. Les micros aussi. Merci beaucoup, Ruth, pour ce témoignage. C'est vrai, pour ton cas, Saïbé Mongabé a sorti un article, hein, c'est les gros moyens. Et Juliette Chaparlin qui dit qu'ils sont très fiers que ton travail trouve un écho et que tu remportes ce prix, que c'est une première récompense officielle pour le programme de bourse auquel tu as participé. Toute la rédaction t'en remercie et te félicite. Et dis-moi, comment ça a été accueilli au sein de Mongabé et qu'est-ce que ça représente pour toi, Saïbé? Déjà au sein de Mongabé, c'était une grande joie.
une grande joie parce que c'est d'abord autant d'être le premier prix pour moi. C'est aussi un premier prix pour le programme de bourse pour le journalisme environnemental en Afrique. Et ça donne un coup de boost pour ces programmes parce que maintenant, beaucoup trop de jeunes en début de carrière ou encore de journalistes seront pris pour ces programmes et que ça montre que voilà, on a, c'est le programme, il est qualitatif, ça veut dire qu'on peut avoir des productions super Ouais. bien vérifiées, des productions des grandes qualités hein, journalistiques et qui vont mettre en avant tous les enjeux environnementaux en Afrique. Et voilà, c'est une belle publicité déjà pour le programme là. Et pour moi, comme je l'ai dit dans l'article, ça représente déjà tous les efforts que j'ai fournis dans le passé pour arriver jusque-là. Et aussi une réelle motivation pour ce qui va venir parce que voilà, on a fait un palier et ce qui va venir sera encore beaucoup plus grand. Donc, on l'espère, ça va être encore beaucoup plus grand. Et ça nous permet d'avoir un très bon tremplin où on peut se jeter pour bien monter. Et donc, pour moi, ça représente vraiment beaucoup de choses, à la fois une fierté, des déterminations, aussi la foi. Une foi qui n'a jamais tari, une foi qui s'est jamais arrêté de monter. Donc, pour moi, ça représente vraiment tout ça là et une grande motivation. Et aussi, ça dit tout simplement que tout ce qu'on peut imaginer, on peut le réaliser. Et aussi, ça donne, enfin, il faut aussi que les jeunes qui vont venir demain se disent qu'ils peuvent aussi le faire si nous l'avons fait aujourd'hui, qu'ils peuvent faire des productions de grande qualité, qu'ils sachent qu'en Afrique francophone, on peut compter au moins sur ces journalistes qui veulent changer les choses par leurs articles et autres. Et moi, ça me fait un bel écho parce que déjà cet article, en le réalisant, ça nous a pas mal donné du fil à retordre. Mais au moins, on est content que voilà, ça a trouvé un bel écho et que Dis-nous, quand maintenant, tu dis que l'ATI vous a donné du fil à retordre, comment? donc, ça veut dire que premièrement, on n'a pas eu les accès à tout sur le terrain. Déjà que on a cherché à avoir un bel entretien avec les entreprises qui sont accusées de pollution pour clarifier certaines choses avec elles, mais bon, personne ne nous a donné, les accès au risque qu'il y avait. Enfin, il y avait beaucoup de réticences dans ce sens. D'autres nous ont carrément donné rendez-vous sur une place. On s'est dit on n'allait pas s'y rendre vu le risque, tous les risques que ça comportait. Donc, il Ouais. fallait à la fois, en tout cas, être très patient dans la collecte des informations déjà une fois sur le terrain, n'est pas divulguer ce qu'on est venu faire là-bas, parce qu'on s'est vite rendu compte qu'il y avait certains qui avaient des mouchards des entreprises là-dessus et que tout de suite, ça pouvait être très dangereux pour faire un reportage environnemental dans ces zones-là. C'est une zone qui est militarisée. On n'a même pas pu faire survoler un drone parce que on devait aussi, en principe, tourner une grande vidéo là-dessus, mais finalement, on a fait une petite vidéo qui est maintenant disponible sur la chaîne YouTube de Mongabé. Donc, voilà, il y avait aussi tous ces risques-là qu'il fallait prendre en compte lorsqu'on réalisait ces reportages-là, cette enquête. Et après, il fallait faire beaucoup de documentation par la suite parce que c'est scientifique, ça demande toute cette rigueur dans la collecte et les traitements des informations et aussi toute cette rigueur aussi dans la vérification de faits. Parce que c'était ça le défi qu'il fallait soulever dans ce sens-là. Donc voilà, il y avait aussi un défi du temps parce que les programmes s'étalaient sur une période et il fallait les terminer aussi dans le temps pour pouvoir les publier aussi dans le temps et valider son programme. Donc il y avait aussi ça. Il fallait tout prendre en compte et bien le faire. Maintenant, on a un peu plus de temps, donc on travaille sur de grandes productions qui viendront au fur et à mesure cette année. Maintenant, on a plus de temps d'approfondir des sujets, de voir comment on peut approfondir sur ce on a pu faire avant et voir comment on peut encore le rendre encore beaucoup plus grand et avoir des informations qualitatives et une production vraiment de qualité qui pousse au changement. C'est le but, c'est qu'on ait un impact et qu'on ait un réel écho, que les choses changent dans les communautés. Donc voilà, c'est un peu tout ce que ça représente, ces prix pour moi. Merci beaucoup. Mais comment as-tu découvert que les poissons de la Lufura étaient contaminés aux métaux lourds? Alors, c'est comme j'ai dit, enfin, les enquêtes, ça commence toujours par des questions qui sont très banales. Enfin, j'étais avec un jour, je me suis rendu dans une conférence des journées scientifiques à la faculté agronomique de Lubumbashi. Donc, je n'avais rien à faire ce week-end-là, mais je me suis dit, OK, vu que je dois avoir un collègue qui est là-bas avec qui on avait un truc à faire, donc je me rends là-bas. Il y avait des activités. Je me retrouve à parler avec deux jeunes chercheurs et qui me parle de poissons qui mouraient enfin, qui mouraient par asphyxie. Ça veut dire qu'il manquait d'air et puis ils mouraient, ces poissons-là.
c'est là que l'idée me vient, enfin, l'idée me vient et je me dis, c'est probable que les acides qu'on rejette dans le cours d'eau puissent aussi tuer les poissons. Et donc, si ça ne les tue pas, ça peut au moins les contaminer. C'est là que les idées commencent. Ce que je vais faire, donc je pose cette question rapidement à ces jeunes chercheurs que j'avais rencontrés. Ils n'avaient pas de réponse parce qu'eux aussi venaient à peine de commencer dans le monde de la recherche. Donc, je rentre à la maison, je fais enfin, ce qu'on appelle les cousines, je vois la méthode aux INT là. Et je dois chercher tout ce qui est en rapport avec la pollution minière des cours d'eau dans le Katanga. Et donc, j'ai fait une documentation sur 15 ans, 25 ans, voilà, sur 25 ans. Je commençais à chercher tout ce qui a été dit avant sur la pollution minière des cours d'eau et savoir aussi les liens de causalité entre le cours d'eau et la contamination, enfin, entre les rejets des acides et la contamination des poissons. C'est là que je tombe sur une étude, d'abord un rapport de 2020, de 2002 ou 3 de la banque plutôt, de la Banque mondiale sur la pollution des cours d'eau dans le Katanga. Et là, ça donne quelques éléments de réponse. Mais il y a une étude de 2010 qui a été effectuée par des chercheurs de l'Université de Lubumbashi qui m'a beaucoup aidé dans la réalisation de cette enquête-là. Et ils ont trouvé que dans le bassin de la Lufira, il y avait une forte dose, il y avait des fortes concentrations d'acide qui étaient rejetées par des entreprises autour. Maintenant, quand j'ai pris les outils de géolocalisation, il fallait déjà que je trouve où sont situées les usines de traitement des minerais et où sont situés aussi les cours d'eau. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait une grande proximité entre les usines déjà et aussi les cours d'eau. Et c'est là que j'ai commencé maintenant par peaufiner déjà le sujet et le proposer à Juliette. Au départ, ce n'était pas, enfin à ma rédactrice, au départ, ce n'était pas les sujets sur lesquels on devait y aller. Il y avait un autre sujet qui finalement n'a jamais été fait. Parce que Juliette, quand elle a vu ces sujets, elle s'est dit, OK, là, il y a quelque chose à faire. Je trouve que c'est un sujet qui est beaucoup plus visuel, donc on va ici. Et moi, il fallait déjà que les peaufiner. Donc rapidement, tout s'est fait aussi rapidement. Il y avait déjà un angle précis qui a été pris au départ, c'est comment les poissons contaminés menacent la santé de population. Donc, c'était ça l'angle au départ qui avait été bien choisi. Et quelles sont les conséquences sur la santé humaine des personnes qui consomment le poisson? Et là, on est allé sur le terrain, on a raconté toute cette histoire autour de cette contamination. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. C'était plus au feeling aussi, hein. Il y avait un feeling et aussi plus, voilà, ça vient comme ça, hein. Enfin, c'est de l'inspiration qui peut provenir de nulle part et on a trouvé un sujet et puis on s'est dit, on y va là-dessus, on va essayer de faire quelque chose de bien là-dessus. Donc, c'était comme ça. Aïe, Renaud de sa vie. Tu as fait un reportage sur les pigeons, un maillon inattendu de la résistance aux antimicrobiens au Togo. Tu mentionnes dans ton papier que c'est l'œuvre, les fruits de la recherche, des résultats de recherche d'une chercheuse rencontrée par Togo First. Et son étude, en tout cas, c'est l'étude là qui lève le voile sur le pigeon comme étant un acteur surprenant de l'antibiorésistance. Ce dont j'ai envie de savoir, c'est comment ce reportage-là a été réalisé. En partant je pense, à cette conférence ou à cette présentation. Est-ce que c'était attendu que tu ressortes à la fin avec un papier comme ça? Dis-nous comment ça s'est fait et euh, ce reportage-là. On a envie de savoir. Mais, à vrai dire, c'était de manière tout à fait fortuite, hein. Étant, comment dire, biologiste de Voilà. formation, je participe de temps en temps au hasard des calendriers à certaines activités de mes anciens camarades ou de mes amis médecins, chercheurs et tout ça. Donc, c'était en marge de C'est la journée, il y a une journée de commémoration de la lutte contre la résistance antimicrobienne au Togo. Et donc, une association de chercheurs avait organisé une journée entière, un colloque, comme on en fait souvent à l'université. Comme je suis, on va dire, ami à cheval entre le journalisme et la biologie, j'ai été parti à ce colloque en me disant que ce serait peut-être intéressant. Et c'est dans le cadre des présentations, vu c'est dans les colloques, il y a une session de présentation des résultats scientifiques. Donc, ah, chacun a, on dirait, 10 minutes pour présenter ses travaux, la méthodologie et les conclusions et discuter. C'est donc dans le cadre de ça, là, qu'une des chercheuses
doctorante en microbiologie, a présenté ses travaux sur les pigeons et l'antibiorésistance aux pigeons, enfin l'antibiorésistance chez les pigeons. Donc ça m'avait intrigué. Et ben, du coup, j'avais pris son contact et on avait échangé plus longuement après. Parce il y a ce qu'on fait dans le contexte du colloque, c'est-à-dire donc les présentations de 10 à 15 minutes. Et puis, il y a le travail, on va dire, plus détaillé, tout ça. J'ai eu le temps de lire le papier donc, qui était publié sur une revue indienne ou canadienne, je ne me rappelle plus très bien. En tout cas, c'était publié quand même dans une revue relativement sérieuse. Donc, j'avais lu en amont le papier, l'étude qu'elle avait faite, lui en amont le papier. Ensuite, on a eu une entrevue où on a pu discuter davantage du sujet. Et c'est à partir de ça, donc de l'article scientifique publié et de l'interview que j'ai fait le papier. C'est quand même c'est quand même assez intriguant, on va dire, d'avoir. On parle souvent d'antibiorésistance, mais on ne réalise pas qu'il y a toute une dimension aussi de poche animale de la question. Parce que la rame aujourd'hui, donc la résistance aux antimicrobiens est un problème très, très sérieux et émergent dans le domaine de la santé publique. Et donc, partir par cet angle-là, quand même, qui était un peu différent juste de la résistance aux antibiotiques en général chez les humains, me semblait intéressant, surtout à cause des taux, parce que le Togo avait quand même des niveaux d'antibiorésistance extrêmement élevés comparé à des études similaires comme en France, où on était autour de 5%, mais là, on est pratiquement autour de la moitié de l'échantillon analysé. Donc, du point de vue scientifique, du point de vue de la recherche, même aussi du point de vue de la santé publique, c'était quand même une question extrêmement intéressante et inquiétante. Et donc, c'est intéressant de voir les travaux de cette jeune chercheuse, là, cette doctorante sur la question. Et donc, c'est comme ça que je suis parti dessus. Ça me semblait relativement nouveau, un angle un peu différent. Et puis, ça tombait à pic sur la question de la vision même One Health des choses. C'est-à-dire que ce n'est pas juste la santé humaine, mais vraiment, il y a une dimension animale dont on ne tient pas compte. Et surtout, tu as même des puits biologiques qu'on ne soupçonne pas beaucoup, c'est-à-dire les pigeons, qu'on le remarque à peine dans notre écosystème. Ce qui suit derrière, il y a une question fondamentale, c'est si les pigeons ont de tels niveaux d'antibiorésistance, est-ce qu'il n'y a pas d'autres poches, d'autres porteurs dans le biotope qui portent également sur des poches d'antibiorésistance dans un contexte de santé publique, dans un contexte de lutte contre l'antibiorésistance dans nos pays, surtout en africains, subtropicaux. Ce sont des questions qui me semblaient fondamentales et aussi que ce soit porté par une jeune chercheuse. Je me disais dans un cas comme dans l'autre, ce serait un petit coup de pouce de la recherche au Togo, quoi. Donc, il y a eu toutes ces préoccupations-là, toutes ces considérations qui ont fait que je suis allé dans cette direction-là. Il y avait d'autres sujets intéressants lors du colloque, mais bon, ce sujet-là a été celui qui a le plus attiré mon attention. Et après, bon, et une fois que ce qu'il était écrit, bon, je l'ai soumis également au prix. Bon, voilà, le reste, des restes et history, comme on dit en anglais. Et tu as aussi dit dans ton reportage, est-ce que vous m'entendez? Oh, super. Que ce sont les travaux de Ciliadin accoulés sur les pigeons humains, ce sont des travaux qui passent souvent inaperçus. Est-ce qu'il y a eu d'autres aussi comme ça? Il y a pas mal de travaux qui sont faits. Le gros défi, c'est le financement. Les chercheurs chez nous ont de sérieux défis pour financer leur recherche. Ça fait que bon, ce qui voulait être fait en un an, tu le fais en 3 4 ans, quoi. Parce qu'il faut déjà monter le dossier, le soumettre. Donc, il y a quand même des travaux qui ont été faits dans la continuité. Ça veut dire que de toute façon, pour elle, c'est un projet doctoral. Donc, elle étudie la résistance aux antibiotiques dans cette direction-là. Mais rien pour le moment on va dire, de publier par elle-même. Parce qu'il y a quand même le professeur Salou, je crois, qui dirige d'ailleurs l'école doctorale en question, qui a pas mal travaillé sur le sujet. Donc, la jeune chercheuse d'éthique dans la continuité de son maître, on va dire. Là, tout de suite, je n'ai pas les données des études antérieures sous les yeux, parce qu'il y a beaucoup d'approches comparatives qui sont faites, par exemple, entre l'Université de Lomé et l'université d'autres universités en France, par exemple, parce que souvent, il y a des collaborations, c'est comme ça qu'on peut faire des études doctorales sérieuses dans nos pays, quoi, via des partenariats avec les acteurs étrangers. Ce que je peux dire, c'est quand même c'est que l'écosystème
il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour étudier ces antimicrobiennes, ces résistants antimicrobiennes, non seulement chez les acteurs, on va dire, chez les animaux non humains, mais également dans les milieux hospitaliers. Il y a pas mal de recherches de jeunes chercheurs en microbiologie, en santé publique, qui travaillent par exemple qui font un tracking assez régulier du profil d'antibiorésistance dans les deux hôpitaux de référence du Togo, c'est-à-dire l'Université de Kara, le CHU de Kara et le CHU de Lomé. Donc, il y a quand même pas mal de suivi, mais il faut dire que ça demande beaucoup de moyens, beaucoup d'énergie et que les ressources sont limitées, ce qui pose un vrai défi aux chercheurs en général pour faire un travail vraiment en continu et une cartographie des thèses antibiorésistantes, tant humaines qu'animales, de façon sérieuse pour orienter même les chercheurs et comment dire, l'autorité publique dans les prises de décision. Avec toi, on va parler du paludisme. Cette infection parasitaire qui touche l'Afrique. Alors, selon les données chiffrées de l'ONU, 95% de l'ensemble des cas enregistrés au monde touchent plutôt la région africaine. Donc, c'est une maladie qui est encore d'actualité. Récemment, on a appris qu'il y a un vaccin qui a été mis au point, mais en attendant, les chercheurs explorent des méthodes novatrices pour pouvoir lutter contre cet insecte tueur. Dis-nous comment ce reportage a été réalisé. Est-ce que tu étais piqué par toi-même, par des motifs pendant que tu faisais le reportage? Dis-nous, raconte-nous les coulisses de ton reportage. Mais quand on lit le papier, on sent quand même que c'était lors d'une table ronde qui a été organisée lors de la deuxième conférence mondiale des journalistes scientifiques à Abidjan. Il y a eu plusieurs sujets, hein, plusieurs thèmes qui ont fait l'objet de table ronde, mais pourquoi particulièrement le choix sur le paludisme? Alors, merci pour la question, une fois de plus. Alors, justement, j'ai réalisé mon reportage ou en fait mon article. C'était lors de ma participation à la deuxième édition de la conférence mondiale de journalistes scientifiques francophones qui s'est tenue à Abidjan en juin 2025. Et je dois quand même dire que j'avais réalisé un certain nombre d'articles après avoir participé à cette conférence. Lorsque le moment était venu de postuler pour ces prix, il n'était pas évident que je parte le choix directement sur celui-ci, mais seulement qu'il faut ici rappeler que le thème principal de la conférence était les On Health, une seule santé. Cette interconnexion entre la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale, donc l'environnement, les animaux et les humains. Alors, je me disais finalement, c'est vrai que j'avais écrit plusieurs articles, mais lequel dois-je soumettre ou devais-je soumettre justement? Et lorsque j'étais en train d'analyser minutieusement la profondeur, la qualité de toutes mes productions faites à l'issue de cette conférence, ben, je suis tombée sur celui-ci. Je me suis dit qu'il allait parfaitement avec le lien. Alors, comment je l'avais réalisé? J'avais participé à un panel d'experts. En tout cas, c'était vraiment un panel d'experts parce que la qualité des personnes, la qualité des chercheurs qui avaient pris part étaient des experts. Le thème de ces panels était l'entomologie dans l'approche On Health et dans la surveillance des maladies vectorielles. Comme nous le savons tous, lorsqu'on parle de l'entomologie, c'est l'étude de l'insecte, en fait. On étudie sa classification, son anatomie, son rôle dans les écosystèmes et tout ce qui va avec. Et les On Health, là, c'est l'interconnexion entre la santé humaine, animale, environnementale et la surveillance des maladies vectorielles. Les maladies vectorielles, c'est maladies qui sont transmises justement à l'être humain ou à l'espèce animale par des organismes intermédiaires qu'on appelle des vecteurs. Il faut dire que ce n'était pas facile parce que après le panel, j'avais, comme tout journaliste tel que nous le faisons, j'avais tendu mon micro aux chercheurs. J'ai été auprès d'eux pour peaufiner un peu ma connaissance sur le sujet. Ils se sont tous exprimés, mais je m'étais retrouvée devant une masse de données, au fait. Et c'était des longues interviews, des propos. Ce n'était pas facile d'aborder cet angle parce qu'au départ, je dois dire que je n'avais pas cet angle en tête. Parce que même quand vous prenez le thème du panel, mais quelque part, je m'étais dit qu'il y avait des convergences. Les interventions, il y avait une complémentarité. Je me disais que non, chaque chercheur était en train de proposer des méthodes
qui permettait justement de lutter contre cet insecte tueur. Mais c'était, en fait, il y avait une complémentarité des méthodes novatrices. L'autre le docteur Richard qui parle et l'autre qui complète. Je me disais, non, ça serait intéressant. Peut-être que si j'abordais l'angle selon lequel les chercheurs qui sont en train de proposer des méthodes novatrices pour lutter contre les insectes tueurs. Mais j'étais partie aussi du cas du paludisme aussi d'un fièvre jaune, parce que c'était des maladies dont tu as fait mention les chercheurs pendant le panel. Et au vu des statistiques de l'OMS, le paludisme, par exemple, fait rage en Afrique et continue justement de faire rage. Et je m'étais dit finalement qu'il était important pour moi d'aborder ces thèmes. C'était pas facile parce que plusieurs méthodes innovantes ont été présentées par les chercheurs. Et ici, je dois citer notamment la lutte biologique avec des poissons larvivores. Pour les personnes qui ont pris connaissance de mon article, il se retrouve justement, il y avait donc la lutte biologique de... comment je vais expliquer ça? La lutte biologique avec des poissons larvivores, de l'usage régulateur des croissances pour bloquer en fait le développement des larves. Et il y avait aussi des répulsifs naturels comme la citronnelle. Il y avait encore des bactéries utilisées pour éliminer des larves dans les eaux stagnantes. J'avais également joint, outre les chercheurs de la conférence, ici, quand je suis rentrée à Lubumbashi, parce que c'est un article que j'ai écrit depuis chez nous à la maison. Il y a des productions que j'avais réalisées depuis la conférence, mais celui-ci, je l'ai réalisé depuis chez nous. Et j'ai également contacté un autre spécialiste, Dr Nangouej, ici à Lubumbashi. Il a également donné un complément. C'est comme ça que j'avais même demandé la mise à jour de cet article pour les peaufiner davantage. Et très rapidement, leur méthode était novatrice dans ce sens que lorsque vous lisez, c'est vrai, il y a des méthodes classiques qui autrefois avaient échoué. Et c'est dans cette perspective que les chercheurs s'étaient dit, si certaines méthodes échouent, il y a lieu d'innover, il y a lieu de revoir, de repenser en fait certaines méthodes. C'est comme ça ils ont parlé de la lutte biologique, parce que dans la lutte biologique, par exemple, je vais prendre le cas du paludisme, comme le docteur Ngouej l'avait dit, dans certaines grandes flaques d'eau où nous avons des zones stagnantes, il y a des poissons qui peuvent y vivre et où les larves des moustiques aussi peuvent aussi s'y trouver. Et il y a des espèces, alors des poissons larvivores qui sont introduites et ces poissons se nourrissent naturellement des larves des moustiques et ce qui permet aussi quelque part de réduire leur population sans recourir à des produits chimiques. Et ils contribuent ainsi au contrôle des moustiques de manière naturelle. Il y a également l'utilisation d'hormones juvéniles. Ce sont des hormones qui permettent, en fait, selon les explications des chercheurs, ça fait partie des méthodes novatrices, ces hormones qui permettent en fait de bloquer les développements de larves. Concrètement, elles maintiennent les larves au stade larvaire et empêchent aussi leur transformation en moustiques adultes, si je dois les dire ainsi. Et les larves restent bloquées dans leur croissance, puis finissent par mourir. Et cela empêche aussi l'émergence des nouveaux, l'émergence des moustiques. Il y avait aussi le produit répulsif appliqué sur le corps. Le docteur Ngouej a également évoqué, parce qu'il existe également des produits répulsifs à appliquer sur la peau pour éloigner les moustiques. Par exemple, la citronnelle. La citronnelle est reconnue pour ses propriétés répulsives naturelles. Certains répulsifs présentent une faible toxicité. Ça, c'est docteur Richard qui l'avait dit aussi. Ce qui rend aussi intéressant dans une logique de santé publique. Et parlant de la citronnelle, c'est une plante dont l'odeur forte perturbe aussi les moustiques et les éloigne, en fait. Elle agit comme un répulsif naturel et donc sous forme d'huile appliquée sur la peau. Il y a également les bactéries utilisées contre les larves. C'était également l'une des méthodes évoquées. Certaines bactéries sont en fait cultivées dans les laboratoires afin d'en extraire les toxines, les toxines naturelles. Et ces toxines aussi sont souvent transformées en produits en poudre, voilà, en poudre si je peux le dire ainsi, c'est mélangé après au substrat et ensuite dispersé dans des eaux stagnantes où se développent les larves. Et lorsque les larves les ingèrent, en fait, ces toxines attaquent leur système digestif et ce qui entraîne leur mort. Et l'avantage, c'est que cette méthode cible principalement les larves des moustiques sans nuire aux autres organismes aquatiques comme les têtards ou les poissons. Il y a également une autre stratégie qu'ils ont proposée qui consistait à libérer en fait les mâles stériles en fait dans la nature
les moustiques mâles, justement, et ces moustiques qui étaient incapables de se reproduire. Ils peuvent s'accoupler avec de femelles, mais aucune descendance viable ne va résulter de cette union. Mais il y avait quand même un point important qui m'avait tiqué, les chercheurs sur lesquels les chercheurs ont plus insisté, c'est en fait la gestion de l'environnement. C'est vrai, ils ont dit la plus efficace parmi toutes ces méthodes, la méthode la plus efficace, souvent la plus simple, c'est la gestion de l'environnement. Et pour les chercheurs, l'entretien, comme nous savons, c'est une réalité, bon, je parle de l'Afrique, l'entretien Bon, des caniveaux, l'entretien des le caniveaux, drainage. le drainage des eaux après les pluies ou encore le comblement des dépressions au sol qui constituent des jets décisifs. Alors, je te coupe pas la parole, mais moi, quand j'ai lu le papier, j'ai vraiment apprécié l'une des propositions faites par le docteur Konan Yao qui dit que pour que les méthodes de lutte contre les moustiques soient vraiment efficaces, il est essentiel d'impliquer non seulement les scientifiques, mais aussi les communautés locales. Parce que la collaboration entre entomologistes, entre médecins et habitants est la clé pour garantir la durabilité de ces solutions. Je ne pense pas que les producteurs des pesticides ou des insecticides viennent souvent discuter avec les populations locales, comprendre un peu à quel moment de la journée, par exemple, ils se font piquer. Est-ce qu'il y a cette collaboration avec les industries et les populations locales? Non. Mais c'est très important que les chercheurs, dans les réponses à cette maladie-là, puissent collaborer, non pas seulement dans les centres universitaires ou dans les laboratoires, mais c'est important qu'ils viennent aussi discuter avec les populations. Je pense que c'est l'une des clés proposées par le docteur Yao et c'était très important d'avoir cette piste de solution. Saïbé, est-ce que tu veux nous faire aussi, comme route, en 1 minute ou 2 minutes au plus, un résumé de ton reportage pour ceux qui ne l'ont pas lu et qui pourraient aussi avoir une idée de ce dont il est question? Alors, mon reportage parle de la pollution du Niger. Mais avant, permets-moi de faire du coq à Ouais. l'âne, de demander, est-ce qu'après ce reportage, tu es retourné voir les poissons là, est-ce qu'il y a un changement? Est-ce qu'il y a eu un impact ou c'est toujours le statu quo actuellement? Enfin, il y a pas un changement par rapport à ce que j'ai constaté il y a maintenant plus de 6 mois. Il n'y a pas, plus de 8 mois peut-être. Il n'y a pas un changement. C'est le statu quo, ça continue. Et peut-être que la pollution maintenant, elle devient encore beaucoup plus importante qu'avant. Parce que il y a d'autres usines qui se sont créées autour de ces bassins-là. Et la pollution devient encore beaucoup plus importante qu'avant. Et surtout qu'on constate que maintenant, il y a une diminution du volume en fait de cours d'eau. Il y a une diminution du volume d'eau, enfin, comment on va dire, c'est ça. Et que maintenant, les eaux sont en train de reculer. Donc, ça veut dire que le lac commence commence à tarir, ce qui fait en sorte que la pollution que j'ai constatée il y a 8 ou 9 mois va devenir encore plus importante parce il y a moins d'eau déjà. Ça veut dire que les acides vont plus stagner dans le plantes aquatiques et là, les poissons vont encore manger ça, se nourrir de ça. Et le pêcheur qui pêche ce poisson va encore le manger. Donc, ça veut dire les scientifiques viendront nous confirmer peut-être qu'il va avoir une grande pollution est-ce que la situation là va encore s'empirer. Ok. Donc, pour le petit résumé, c'est que mon reportage. Que font les organisations de protection de l'environnement et des droits de l'homme dans la région? Alors, ce qu'ils font actuellement, par exemple, quand tu prends l'exemple de AfroWatch, AfroWatch, c'est African Resource Watch. Donc, ce qu'ils font actuellement, ils font des rapports, hein, ils font des études et des rapports. Malheureusement, la personne ou les personnes habilitées à prendre des décisions ou à appliquer les recommandations qui sont là, ce sont des autorités qui sont nationales, donc le ministre national de l'Environnement ou encore le ministre provincial de l'Environnement. Donc, ce sont ces personnes-là qui sont habilitées à prendre des décisions concernant cette pollution-là. Mais ce qu'on constate dans ce qui se passe en RDC, c'est que généralement, l'État congolais ne prend jamais de décision ou n'applique pas, du moins, les décisions qui sont censées être appliquées lorsqu'il y a pollution, par exemple, lorsqu'il y a dégradation de l'environnement, lorsqu'il y a déforestation, entre autres. Donc, l'État n'applique pas ces décisions. Déjà que quand vous lisez mon article, enfin, cette enquête, j'ai interviewé un responsable de l'environnement qui est au sein du gouvernement. Il m'a carrément dit que l'État congolais
ne protège pas sa population. Donc, c'est un papa qui ne prend pas ses responsabilités. Et là, c'est un problème. C'est qui fait que malgré les dénonciations par des journalistes ou encore par des ONG, il n'y a pas de changement de ce côté-là. Ça, c'est un grand défi en ce qui concerne l'exploitation industrielle au Congo, précisément dans le Katanga. D'ailleurs, récemment, il y a EUIA, c'est une organisation internationale pour l'environnement. Ils ont dénoncé la pollution de l'air dans la région du Katanga et curieusement, l'État soutient plutôt l'entreprise minière qui est accusée de polluer l'air. Donc là, encore une fois, il ne faut pas attendre de décision du gouvernement ou encore de l'État par rapport au changement et ce qui se passe là-dessus. Donc, ce que les organisations font et ce que nous pouvons faire, c'est juste dénoncer et appeler à ce que tout devienne normal dans la région, à dire. Mais c'est aussi très difficile, par exemple, dans mon cas, de dire aux pêcheurs ou aux 5000 personnes qui vivent de cette activité d'arrêter de pêcher ou d'arrêter de manger ces poissons. Donc, c'est très difficile déjà de le faire parce que comment ils vont vivre, comment ils vont se nourrir aussi, c'est très difficile. Donc, c'est très compliqué. Donc, c'est comme ça on est un peu limité. Nous avons apprécié en tout cas la pluralité des sources que tu as interrogées. Tu as mobilisé vraiment une diversité de sources, à interroger à la fois les pêcheurs, les chercheurs, les ONG, questionner les études scientifiques. Et aussi, on a une vérification par géolocalisation qui est très intéressante. Ce n'était pas du tout facile, comme tu l'as dit, mais dis-nous, quel a été le plus gros challenge pour toi, au-delà de l'accès à ces sources? Parce que si tu nous dis que tu as eu des problèmes de sources, quand on voit les sources que tu as pu mobiliser, on se dit, mais comment tu as pu déjouer en tout cas cette contrainte-là? Non, premièrement, ce qu'il faut dire, c'est d'être aussi très souple. C'est aussi l'une des qualités des journalistes, c'est d'être très, très souple lorsqu'on est sur le terrain et de savoir aussi trouver toujours. Si la porte principale elle est fermée, il faut savoir que peut-être que derrière, il y a une fenêtre ouverte. C'est peut-être par là qu'il faut entendre. Et c'est ce que j'ai pu faire lorsque j'étais sur le terrain. Et malgré toute cette diversité des sources que j'ai pu mobiliser, que j'ai pu consulter, avec qui j'ai parlé, il restait encore d'autres sources que moi j'estimais super importantes à avoir, mais qui ne sont pas intervenues finalement dans le reportage. Donc, c'est que je me suis dit, OK, on fait d'abord ce qu'il y a avec, et puis on va approfondir des questions un peu plus tard, quand on aura un peu plus de temps d'approfondir des sujets. Parce que là, même en parlant des résultats en fait de la pollution. Au départ, c'était aussi d'aller voir avec les laboratoires, hein, voir avec les laboratoires etc., etc. Ça, c'est qu'on n'a pas pu faire parce on avait une contrainte de temps. Mais avec le temps, peut-être on verra dans d'autres productions comment on va y arriver. Donc, le plus grand défi, moi, je pense que sur ces reportages, c'était d'abord de parler avec les sources et aussi les défis liés au temps, parce que vraiment, il y avait un délai qu'il fallait respecter. Et ça, c'était le plus grand challenge là-dessus. Mais comme tout journaliste, j'ai pu trouver des solutions sur le terrain. Ça veut dire d'être d'abord très souple et de toujours trouver un plan B. Si le B ne fonctionne pas, j'ai toujours un plan Z ou J quelque part où je peux aller et puis trouver ce dont j'ai besoin. Donc, c'était ça qu'il fallait faire. Mais encore une fois, il fallait réfléchir rapidement et trouver des solutions tout de suite parce que c'était déjà très difficile. Et aussi pour entrer sur le terrain, afin de parler avec des pêcheurs ou encore des communautés locales, il fallait tout organiser en avance. Donc, j'ai fait 2 semaines d'organisation. Appeler les journalistes locaux qui m'ont aidé, avec qui j'ai fait le terrain. Et lorsqu'on était sur le terrain, on n'a pas dit tout de suite que voilà, vous pêchez des poissons pollués, ce qu'ils ne savent même pas c'est quoi un poisson pollué. Donc, ce que nous avons fait, c'est déjà d'amener un sujet qui se soit moins sensible déjà, de rendre moins sensible auprès des personnes et puis de parler avec eux librement, comme aussi on parlait d'un sujet de football, etc., etc. Donc, c'est comme ça on a pu entrer sur les terrains et aussi on a pu filmer. Et puis, c'était rapide, c'est aussi calé dans le temps parce qu'on ne sait pas à quel moment on peut nous tomber dessus. Ok. Parce que déjà, on ne sait pas qui contrôle quoi, qui fait quoi. Et donc, faut qu'on fasse très, très vite l'histoire sur les terrains et puis sortir aussi rapidement. Donc, et avoir tout ce dont on avait besoin. Maintenant, quand on a appelé l'entreprise, par exemple, parce que l'entreprise ne nous a pas donné des réponses qu'on voulait avoir et n'a pas du tout répondu aux questions que nous devions lui poser. Donc, et ils nous ont demandé, il faut passer nous voir et on s'est dit que c'était un peu risquant d'aller là-bas. Donc, on ne s'est pas rendu.
on les a envoyé des mails, on les a relancés plusieurs fois, ils n'ont pas répondu. Donc voilà, c'était quelques défis qui avaient aussi en cours de réalisation. Mais bon, voilà, on a pu trouver de solutions et puis on a pu réaliser cette enquête dans le temps qui était imparti. Voilà. Renaud, pour les pigeons sont un cas isolé hein, d'un problème plus large qui implique d'autres animaux, comme on vient de le dire. Peut-être que des études vont venir confirmer ou infirmer cela. On va parler peut-être d'une pandémie silencieuse concernant les ports de résistance aux antimicrobiens. Normalement, c'est à la scientifique qui peut poser cette question. Mais j'ai envie d'en débattre avec toi. Est-ce qu'il y a par exemple des mesures qui ont été prises pour, par exemple, stopper, tu vois, cette poche-là? Parce que dans l'article, quand on lit, est-ce qu'il y a voilà, des solutions qui sont proposées au-delà du constat qu'on fait? Est-ce on va plus loin pour se poser la question sur l'usage des antibiotiques dans les élevages au Togo? Est-ce que ce n'est pas finalement un article qui pourrait aboutir à des séries de publications? Tu vois ce que je veux dire? On va parler par exemple des problèmes de régulation, de sensibilisation des pratiques d'élevage urbain. Est-ce que ces pratiques-là sont suffisamment encadrées? Est-ce que par exemple les bactéries là, est-ce qu'elles peuvent vraiment se transmettre à l'homme? Quel est le risque en fait quel risque ces pigeons là posent pour la population togolaise? Est-ce que ça se limite seulement à Lomé ou est-ce que c'est un constat qu'on fait aussi dans les autres villes, à Palimé? Tu vois, ça fait beaucoup de questions, mais réponds à celle pour laquelle tu te sens plus à l'aise. Alors, il y a effectivement une multitude d'angles morts de ces questions-là. C'est même ça, finalement, le cœur du constat. C'est plus le fait de noter qu'on a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et il y a beaucoup d'inconnus connus de la question et qui montrent juste l'ampleur du défi. Il faut déjà qu'on comprenne que la raison pour laquelle ce genre de recherche est un peu intéressante, c'est parce que aujourd'hui, dans le domaine de la santé, en hospitalier, on a on a des cas de plus en plus importants de résistance antimicrobienne. Et ça peut être extrêmement dangereux et grave quand on arrive, quand on fait ce qu'on appelle un antibiogramme. C'est-à-dire, on teste pour une bactérie identifiée le niveau de résistance à tel ou tel antibiotique pour savoir quoi prescrire. Enfin, quand on fait l'antibiogramme, on se rend compte qu'il n'y a quasiment pas de. Il y a une multirésistance qui est problématique. Ça fait que le patient, on sait de quoi il souffre, on ne peut pas le soigner. Parce qu'il n'y a pas assez d'antibiotiques, on va dire, simples à utiliser. Et même quand il y en a, ils sont chers, parce que ce sont des antibiotiques de dernière génération. Les choses qu'on utilise en dernier recours, c'est cher. Ouais. Donc, il y a toute une dimension humaine très concrète de la question des antibiorésistances. Ah. Ce qu'on oublie beaucoup, on parle souvent du problème de l'automédication, effectivement, chez les individus dans la société qui prennent des médicaments sans trop regarder. Mais il y a l'autre question, l'angle mort, qui est celui de l'antibiorésistance induite chez les humains, mais par le cheptel ici de l'élevage. Parce que ce qui se passe souvent dans les élevages, c'est que les éleveurs ne sont pas vraiment intéressés à faire du traitement antibiotique ciblé. On ne dose pas nécessairement, on donne, et comme c'est des animaux, on donne un max d'antibiotiques pour maximiser les chances de survie du bétail, quoi, parce que c'est du business. Donc, doser, tout ça, c'est un peu trop long. Et donc, on donne, sans trop y réfléchir, beaucoup d'antibiotiques au cheptel, dans une logique voilà, de simplicité de la chose. Et ça induit donc une antibiorésistance chez les animaux-là. On parle des pigeons, mais on pourrait aussi parler du cheptel même, c'est-à-dire les ovins, les caprins, les bovins, vous voyez. Et donc, quand les humains ingèrent ça, ils ont aussi une antibiorésistance induite de façon secondaire ou tertiaire. Là où c'est spécifique, par exemple, pour le cas de la recherche, là, c'est que ça concernait essentiellement des Escherichia coli. Donc, on n'est pas sur. Escherichia coli, ce sont des bactéries assez spécifiques. Donc, on n'est pas sur nécessairement, on va dire, les grands. En général, c'est une bactérie qui est très commune, qui induit de temps en temps quelques troubles gastriques, mais rien de massif. Donc, on n'est pas forcément sur un grand tueur d'humains, on va dire. Mais
La question, c'est celle des angles morts et de à quel point on ne sait pas quelle est l'ampleur du problème. Tu as parlé des autres villes du pays. Il y a effectivement certains faisceaux d'indices qui montrent quand même que, parce que les pigeons voyagent. Et donc, ce sont pas dans la migration, ce sont des vecteurs de circulation de ces bactéries-là. Donc, il y a quand même une diffusion sur le territoire, et même pas que sur le territoire. Parce que les frontières, ça concerne les humains, mais les animaux ne connaissent pas les frontières de d'autres pays. Donc, ça veut dire qu'en réalité, qu'il y a une question aussi à voir sur les villages voisins, les hameaux voisins, voire les villes voisines. Vous voyez, de Lomé, il faudrait voir ce qui se passe à Accra, ce qui se passe à Cotonou, ce qui se passe à Ouida. Il y a toute une dimension qu'il faut étudier. Il y a la question de la transhumance même. Déjà, comme tu le sais, en Afrique occidentale, par exemple, on a l'Afrique occidentale, soudano-sahélienne, d'où viennent beaucoup le bétail. Donc, ils font la transhumance, qui descendent manger et en période sèche jusqu'au sud, donc dans la zone humide côtière. Et donc, il y a une espèce de flux que fait le bétail entre le nord sahélien et le sud humide et côtier. Et donc, ça, mais on ne sait pas non plus quel est le niveau de convection au niveau de forme de résistance que ça induit. Aujourd'hui, quand on voit les cas je regardais récemment les cas de mortalité liés aux maladies infectieuses dans un pays comme le Togo, c'est assez élevé, c'est relativement élevé. Et c'est difficile de savoir ce qui est uniquement dû sur terrain d'antibiorésistance et ce qui est lié, on va dire, à la faiblesse du plateau technique et au faible nombre de médecins, tout ça. Donc, c'est ce qui est encore un défi en soi. Surtout quand on sait que ceux qui meurent le plus de ces maladies infectieuses sont les enfants. Ouais, mais voilà, c'est une portion assez importante. Je ne veux pas dire de bêtises, parce que là, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais quand même, pour l'avoir vu récemment, les données de mortalité, morbidité, il y a quelque chose qu'il faut surveiller là-bas. Je suis très en disant qu'au-delà de ces questions-là, il y a un énorme défi quand il s'agit de comment lutter contre la rame, la résistance aux antimicrobiens dans notre pays. À cause de ce sac de nœuds qu'est l'automédication et la médication en dehors des pharmacies et des circuits réguliers, tu vois, liés, prescription de médecins, pharmaciens, tout ça. Parce que les gens, pour un oui, pour un non, prennent des médicaments directement dans le commerce et dans la rue, vous voyez, et avec des médicaments qui ne sont pas forcément bien dosés, parfois en surdose, parfois en sous-dose, ce qui induit aussi des phénomènes d'antibiorésistance. Tu vois, des gens, dès qu'ils ont une fièvre, quand ils les sur 3 jours, ils vont dans le commerce, ils prennent un antipyrétique, c'est-à-dire un médicament contre la fièvre, ils prennent un antipaludéen, ils prennent un antibiotique et il ajoute un petit fortifiant. Il fait un petit cocktail comme ça qu'il boit. Tu vois, sans passer par un médecin forcément. C'est le genre de pratique qui est extrêmement pervasive, on a dit pervasive, qui est extrêmement répandue, qui pose un sérieux problème dans la façon dont on aborde la question de l'agression antimicrobienne. Vous savez qu'on a beaucoup de mal à aborder le problème parce que comment on attaque la question de l'automédication des gens qui se soignent dans le commerce et en dehors des circuits médicaux, c'est un défi massif auquel on n'a pas de politique publique capable vraiment d'attaquer ces questions. Parce que c'est question de moyens et de réorganisation totale des flux de circulation des médicaments. Cela implique, par exemple, d'aller voir au niveau des douanes, comment transitent les médicaments, on va dire, frelatés dans le commerce. Il y a la question de la capacité de nos laboratoires à tester, ouais, si on leur demandait à tester la fiabilité des médicaments, la sécurité phytosanitaire. C'est une question de capacité qu'on n'a pas nécessairement, on est obligé de se fier aux travaux des importateurs, ce qui ajoute encore un autre niveau. Donc, on est sous plusieurs couches de difficultés qui font que les chercheurs et les praticiens sont finalement réduits à la sensibilisation. Ouais. Avec de temps en temps quelques opérations coup de poing, mais c'est ponctuel. Parce qu'on a un problème d'automédication qui est massif et extrêmement répandu au sein de la population. Et surtout, comme je dis, il y a le gros angle mort de l'élevage qui est compliqué parce que autant on peut encore sensibiliser de dire, bon, au moins ne prenez pas des médicaments dans le commerce, autant c'est encore plus difficile à faire
quand il s'agit du bétail et du cheptel. Parce que, bon, Ouais. les gars ont des incitatifs économiques très forts. Il va dire que lui n'a pas le temps nécessairement de doser, tu vois. Ok, quand il faut doser, envoyer quelle quantité par kilo pour prendre, il va dire non, on va juste donner, tu vois, les antibiotiques au poulet, et puis c'est réglé, quoi. Et donc, tout ça crée, en fait, un sac de nœuds extrêmement difficile Ouais. à dénouer. Donc, des chercheurs comme le professeur Salou, comme ses doctorants, comme ses collègues dans différentes structures du pays, travaillent quand même dans leurs organisations à faire des sensibilisations, même des médecins d'abord, parce que c'est va dire qu'un médecin que tu es au fait Ah. des nouveaux cas de résistance qui existent. Et donc, c'est vraiment très complexe. J'ajouterais également pour finir qu'il y a des cas aussi un peu moins connus mais qui existe aussi de résistance même des antirétroviraux. Ouais? La résistance, ce n'est pas uniquement les médicaments pour contre des bactéries, mais même les virus, comme par exemple le VIH. Il y a des chercheurs qui suivent avec beaucoup d'attention, dans la mesure de leurs moyens, s'il n'y a pas des cas de résistance aussi au niveau des virus. Donc, c'est vraiment parce qu'on est dans un contexte où on, on en anglais, on parle de Red Queen, c'est-à-dire que euh, on ne peut pas rester sur les acquis. Il faut toujours, il faut toujours avoir un coup d'avance sur les bactéries et les virus. Parce que un médicament qui est efficace sur eux pendant 10-15 ans, si on ne fait que l'utiliser, ils vont commencer à développer des résistances à certains médicaments. Et c'est pour ça, par exemple, que la chloroquine a été arrêtée à un moment donné pour le palu. Parce que, à force de l'utiliser massivement, les parasites qui sont des organismes vivants se sont adaptés progressivement aux médicaments et ont développé des résistances. C'est pour ça que maintenant, par exemple, au niveau des antipaludéens, on a des combinaisons. On parle de l'artémisine avec 2-3 autres molécules et on fait un suivi très régulier pour que tous les 10 à 15 ans, on puisse changer la composition pour que les parasites ne résistent pas facilement. Donc, j'ai un peu répondu dans tous les sens. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de Vas-y. thérapie combinée hein, C'est pour ça, soigner des pauvres, soigner c'est ça. des maladies. Mais moi, nous sommes déjà vers la fin, j'ai envie de transformer ce rendez-vous en une salle de rédaction. Je suis en train de réfléchir comme comme un rédacteur en chef qui veut voir comment est-ce qu'on peut trouver un point commun à vos 3 reportages. Renaud, tu parles de la résistance aux antimicrobiens, tu fais intervenir les animaux, bon, on parle des pigeons, on parle aussi de l'environnement dans lequel grandissent on navigue ces pigeons-là. Avec Ruth, on a les moustiques, on a les méthodes, en tout cas pour lutter contre l'infection parasitaire. Dans ce chemin encore, on a les maladies, on a les insectes et on a l'environnement. Quand on vient chez Saïbé Kabila, on a les poissons, on a aussi l'eau, on a l'environnement, les maladies finalement que vont avoir les populations qui consomment ces poissons qui sont contaminés aux métaux lourds. Et moi, je veux dire que dans les 3 reportages, on a la résistance. Chez Renaud, on va parler de la résistance aux antimicrobiens. Chez Ruth, on va parler de la résistance aux antipaludiques. Renaud l'a dit. Chez Saïd, on va parler peut-être de la résistance chez les parasites aquatiques. Est-ce qu'il peut y avoir un lien? Je réfléchis comme ça, juste à haute voix, la résistance, comment est-ce qu'on peut avoir un reportage, un point commun, ou un sujet sur lequel vous 3, vous pouvez travailler. Là, ce n'est plus un webinaire, hein, ça devient voilà, une réflexion sur quelque chose qui peut aboutir à une enquête peut-être transfrontalière où on va avoir vous 3 qui collaborent ensemble sur un sujet commun qu'on peut retrouver à la fois dans vos 3 reportages. Moi, quand je prends le cas de la résistance, oui, on peut explorer longtemps comment la chloroquine, par exemple, est inefficace en RDC dans le traitement du palu. On va voir, par exemple, pour ceux qui tombent malades dans la région de l'Ikassa, c'est ça, Saïbé, l'Ikassi, on va voir quelle forme de résistance ces populations-là développent.
Et ici, à Lomé, avec Renault, on va aller encore un peu plus loin pour voir comment est-ce que, par exemple, la résistance fonctionne au Togo. Est-ce que c'est, dites-moi, au-delà de la résistance, quel aspect, quel point commun vous trouvez à vos trois reportages? Là, on est dans la réflexion, hein, c'est pas Personnellement, moi, je parlerais là spontanément de résister aux menaces invisibles. C'est comme ça que je le verrais plutôt. Il y a toutes ces choses, en Euh, fait, qui sont, mais qu'on ne voit pas, mais qui nous tuent, en Ouais. fait. oui, Comment est-ce tu que dis réduction menace invisible? Oui, résister aux menaces invisibles, oui, oui, tout simplement. est-ce que dans mon cas, est-ce que les personnes qui consomment cela développent finalement une sorte de résistance à ce qui est invisible? Je ne le pense pas, parce que ça se montre sur 15 ans, donc sur 10 ans, sur 20 ans par exemple. Donc, dans mon cas, il n'y a pas de résistance telle qu'on la conçoit chez Renault ou encore chez Rick, par exemple. Avec les paludismes, là, on peut pas développer une certaine résistance à ces parasites dans le corps. Mais dans mon cas, il n'y a pas une résistance que le corps ou les anticorps peuvent développer, parce que là, il y a la cardiopathie, il y a les accidents cardiovasculaires. Donc, il y a aussi, par exemple, les développements de la maladie, enfin, de la globule S, les SS, je crois, les noms scientifiques m'échappent un peu, mais ça Oui, se développe la sur, drépanocytose, par exemple. Oui. ouais, la drépanocytose, par exemple, ça se développe avec des métaux lourds, comme les nickels, comme l'arsenic, par exemple, qui sont retrouvés dans ces poissons-là. Et on ne peut pas voir ces parasites entrer dans le corps, mais Ouais. c'est Mais juste que 15 ans on après. peut avoir peut-être l'émergence ou la diffusion de bactéries résistantes. Oui, enfin, il faut Donc, voir dans moi, quelle méthode on peut. personnellement, je pense que le point commun serait plutôt celui comme je dis, des menaces, ces menaces invisibles là. Si on veut vraiment faire le pont entre le chimico-métallique, par exemple, tu sais, ça y est avec la question de la pollution, Ah, Ok, ok, les, oui, oui. les parasites, comme chez Roots, ou les bactéries à mon niveau, ce serait plutôt ça, ah, cette dimension un peu invisible de ces menaces-là, Ok, mais qui oui. sont Les très menaces. réelles et qui nous tuent. Oui, oui, oui. Au moins qu'on trouve la dimension, enfin, les menaces invisibles qu'on ne voit pas, mais qui nous tuent, en fait. Là, ça va marcher dans mon cas. Et peut-être aussi dans le cas de Ruth, là, je pense que ça pourra marcher aussi. Ben oui, Mais seulement. si on doit trouver juste la résistance, dans mon cas, c'est difficile déjà d'en trouver, parce que vraiment, déjà, on va des personnes, désolé, des personnes qui n'avaient pas des maladies, mais qui peuvent attraper des maladies ah, finalement qui deviennent héréditaires, ah, comme dans le cas de la ah, drépanocytose, par exemple. Donc, ou la cardiopathie, hein, qui peuvent devenir plus tard ah, héréditaires. Mais on peut quand même travailler sur des maladies invisibles, ah, comment y faire face, ou ah. comment enfin, des solutions dans les Et cas de encore, maladies. faudrait qu'il y ait des études en fait qui traitent de ce sujet-là et qu'on peut explorer. Oui, Mhm. d'abord, il faut qu'on trouve des études là-dessus, ou encore, on peut trouver, par exemple, bon, enfin, je ne veux pas dévoiler maintenant, mais je travaille sur un sujet, une enquête actuellement où on n'a pas trouvé d'études. Mais on est à la fin de ce travail. Je pense que les scientifiques vont s'y pencher, puisque la plupart des scientifiques qu'on a rencontrés disent, que moi j'ai rencontrés, disent que c'est un problème très réel, mais que nous n'avons enfin qu'on a laissé au fil qu'on n'a pas eu le temps vraiment de s'y pencher, mais c'est vraiment un problème très grave. Et heureusement que dans nos recherches on trouve sur quelqu'un qui est en train de faire une étude là-dessus. Donc je pense que si on trouve au moins on part dans ce sens-là. Si on ne trouve pas d'études, au moins qu'on essaye de voir comment. Ça reste un reportage Ah, journalistique, donc ce n'est pas une démarche scientifique. Ça reste un reportage journalistique, mais hmm, voilà, au moins c'est une grande ah. qualité scientifique aussi dans un sens. Je pense que Bon. on n'est pas Sinon, je nécessairement reste convaincu, obligé de. dites-moi si je suis dans l'erreur, que une pollution minière peut aussi armer des bactéries invisibles hein, contre les médicaments. On est toujours dans la... c'est aussi possible, c'est des sujets qu'on peut explorer. Moi, je suis en train de réfléchir, comme de le dire, à quelque chose qui pourrait marcher pour les trois reportages, à un point de synergie ou à un point commun, tu vois, qui relie l'ensemble de vos reportages. Et là, on est toujours dans la réflexion. Et Ruth, tu veux bien ajouter quelque chose? Ben oui, je suis d'accord avec les collègues. Il faut juste qu'on essaie un peu. Parce que là, je vois que les idées sont un peu dispersées.
mais ça semble Ouais. converger. Il faut qu'on essaie seulement de peaufiner ces idées, qu'on réfléchisse. C'est bien de penser à une enquête transfrontalière, justement. Un sujet, c'est très intéressant. De toutes les façons, nos trois sujets cadrent toujours avec les on-health, une seule santé. C'est même si les angles diffèrent, mais il y a lieu cette connexion commune. Et donc, moi, je pense que nous pouvons repenser encore le sujet. Et on n'est pas nécessairement obligé de se référer aux travaux scientifiques déjà réalisés. Bon, même s'il n'y a pas de travaux scientifiques, nos travaux aussi peuvent aussi déclencher un autre travail. Ça peut aussi être un point de référence pour les chercheurs de s'y penser davantage et au gouvernement d'investir, de soutenir les chercheurs pour qu'ils travaillent encore dessus. Donc, ça peut aussi être un déclenchement d'un truc, quoi. Merci beaucoup. Merci à vous, hein. Mais avant qu'on ne termine, encore une fois, il faut saluer le fait que le journalisme scientifique est cette forme de journalisme-là qui permet d'aller explorer les sujets délaissés par les journalistes sportifs, économiques et les journalistes culturels. J'ai envie de vous poser cette question-là. Selon vous, quelle est votre définition du journalisme scientifique avant qu'on ne mette fin à cette session-là? J'ai envie d'avoir, parce qu'on a des définitions plurielles, mais Renaud, Ruth, Saïbi, j'ai envie d'avoir votre définition à vous. Comment est-ce que vous définirez le journalisme scientifique? Selon vous, comment est-ce que vous le voyez? C'est quoi le journalisme scientifique? Parce que c'est ce que vous faites, en fait. Qui Euh, prend la parole en premier? Ruth ou bon, Renaud? Ouais, tu peux aller, Saïbi. I go ahead. Enfin, pour moi, les journalisme scientifique, des termes beaucoup très très simples, c'est juste simplifier la science à la population. C'est juste ça. C'est simplifier la science à la population. Parce qu'un journaliste, c'est vrai qu'on fait du journalisme scientifique, mais notre but aussi, c'est de faire comprendre. C'est quoi exactement? Des termes que les autres ne peuvent pas bien cerner, enfin des maladies que ne peuvent pas bien cerner, mais il faut leur apprendre dans le langage qu'ils comprennent. Déjà, c'est ça le but du journalisme, c'est parler dans la langue de la grammaire pour que tout le monde comprenne c'est quoi exactement. Enfin, le journalisme scientifique aussi, c'est celui-là. C'est de parler dans la langue de la grammaire. C'est simplifier la science à ceux qui ne comprennent pas et les faire comprendre finalement, puisque la science, elle a été faite pour que les gens prennent ces savoirs-là et c'est l'approprier. Maintenant, s'ils ne peuvent pas se l'approprier, c'est très difficile. Nous, journalistes, notre travail, c'est de faire en sorte que ces savoirs que les scientifiques ont mis à la disposition du public soient acquis finalement par les publics. Donc, en des termes très, très simplifiés, pour moi, c'est celui-là, c'est ça, les journalismes scientifiques. Alors, Je retiens un peu ça. Oui, vas-y, Ruth. Pour enchaîner dans le même ordre d'idées qui Saïb, en fait, le journal scientifique, c'est l'effet au fait de rendre simple un langage complexe, au fait. Nous avons des chercheurs qui travaillent sur des sujets. Nous avons des chercheurs qui développent des sujets comme ça. Et nous, journalistes scientifiques, nous devons rendre ces langages très simples pour qu'ils soient, en fait, rendre accessibles ces langages scientifiques au public. Et ici, je voudrais insister sur rester fidèle au message du scientifique, parce que j'ai lu ça. Il y a certains scientifiques qui se plaignent de certains journalistes qui détériorent un peu le langage. Donc, l'effet pour moi de simplifier le langage ne doit pas tordre, au fait, l'essence le message du scientifique. C'est vrai que je vais le simplifier, mais je dois rester fidèle à ce qu'il a dit. C'est ça un peu notre rôle, parce que nous avons beaucoup de travaux scientifiques, s'il vous plaît, qui traînent encore dans des laboratoires et dans des bibliothèques. Mais notre rôle, c'est d'aller chercher ces travaux-là, de les rendre accessibles au public et dans le langage le plus simple pour que même les non-scientifiques en prennent connaissance et sans toutefois tordre l'essence. Dans des termes plus simples, je crois que c'est ça le journalisme scientifique et c'est le travail que nous sommes en train de faire. Monsieur Pour ma part, l'anti-micro bien. je dirais tout simplement que le journalisme scientifique, fondamentalement, c'est expliquer la science et expliquer par la science. Si je devais le résumer, je le dirais ainsi. Et donc, c'est créer ce pont-là entre le laboratoire et le grand public. Donc, expliquer la science, expliquer par la science. Ouais, c'est ça. J'ai envie de donner la mienne aussi, mais comme je ne suis pas parmi les panélistes, je pense que je vais me taire. Et pour terminer, chers confrères,
Une dernière question pour vous. Qu'est-ce que vous pensez que le SGSA peut faire pour susciter une vocation scientifique chez nos amis généralistes? Le journaliste scientifique demeure le parent pauvre de nos rédactions. On a moins de journalistes qui s'intéressent à raconter la science, qui s'intéressent aux questions scientifiques. Qu'est-ce qu'une organisation comme le SGSAF, à votre avis, peut faire pour faire intéresser la science aux autres journalistes généralistes? Enfin, je Je prends la pense parole en que... premier. ok. Ah, tu Bon, peux tu y peux aller. continuer. Ok, super, merci. Alors, moi, je prends la parole en premier pour dire que, voilà, il y a un concours récemment qui a mobilisé beaucoup de journalistes, c'est le concours sur les légumineuses. Donc, je pense que s'il y a Oui. des concours qui sont faits tous les 6 mois, par exemple, ça peut pousser les autres à s'intéresser un peu à ces questions. Il n'y a pas Bon, un piège. Cela ne voudra pas dire qu'on organise, que les gens vont écrire pour postuler à des concours. Très bien. Ah, là, en non. fait, enfin, en gros, on peut dérégler le système comme ça. On peut le dérégler, le démocratiser dans cette façon-là. Parce que s'il y a, on peut commencer, ouais, moi j'écris pour un concours et puis finalement, on adopte maintenant le style et on va aller dans le journal scientifique. Donc, on peut le dérégler. On peut dérégler le système de cette façon. OK? Mais bon, après, on peut le déléguer. Moi, je pense que le mieux. Il y a des concours, et puis si on le pousse aux jeunes d'aller vers là-bas, je pense que les jeunes qui vont venir ne vont pas s'intéresser au journalisme, par exemple, sportif, économique ou autre, où on ne trouve pas ce type de concours ou ce type d'opportunités. Donc, on veut le voir, OK, essayons du journal scientifique, et c'est comme ça qu'on peut impulser les développements ou le changement dans ce sens-là, et faire en sorte que le journal scientifique soit maintenant l'aîné de nos rédactions. Bon, moi, je travaille dans une rédaction purement environnementale, donc on ne parle que de Ouais. sciences et tout ce qui va avec. Mais est-ce que c'est là où j'ai commencé avant? Non. Mais c'est venu avec le temps déjà, et aussi c'est venu avec ces déclics-là qu'on se dit, OK, maintenant, il faut qu'on aille vers le sujet beaucoup plus important que les gens ne mettent pas souvent en valeur. Et donc, nous sommes allés dans une Ah. rédaction scientifique. Mais je pense qu'avec l'Afrique francophone, si on va avec des concours de compétition dans ce sens-là, je pense que ça pourrait dérégler un tout petit peu le système et démocratiser la science dans nos D'accord. rédactions, je pense. Merci, Saïdé. Euh, je vais Est-ce que enchaîner. tu es du même avis que Saïdé? Tu penses que c'est les concours qu'il faut plutôt Non, accentuer? je ne partage pas tout son point de vue. Je les partage en partie. Alors, j'étais en train de discuter avec une connaissance il y a 5 jours. Quelqu'un qui m'a écrit depuis quelque part, on parlait sur le prix. La personne est journaliste, m'a dit que je veux, à partir de maintenant, je vais commencer à travailler des sujets scientifiques dans l'objectif de gagner seulement le prix. Mais je dis que non, 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 tiens, il y a un danger. Déjà, la motivation n'est pas bonne. En fait, moi, je pense que lorsque vous voulez faire du journalisme scientifique avec comme objectif principal, votre objectif, c'est simplement de gagner le prix. Mais non, le prix, ça vient avec le travail. Des fois, c'est au moment où on s'y attend le moins. Vous avez à travailler quelque part et vous attendez qu'il y ait une opportunité. Nos travaux, c'est comme les passeports. Et quand il y a l'avion, tu n'as pas de passeport, tu ne décolles pas, en fait. Et donc, moi, je pense que organiser des prix, c'est peut-être parmi les paramètres, mais ce n'est pas ça. Moi, je voudrais juste demander à nos collègues, au fait, d'essayer d'être généralistes. Ce n'est pas bien d'être généraliste. Je ne sais pas, dites-moi, est-ce qu'il y a déjà eu des conférences des journalistes généralistes? Je ne sais pas s'il y en a. On entend les journalistes, les sommets des fact-checkers, les sommets des journalistes environnementaux, les sommets des trucs genre. Et donc, moi, je pense qu'il faut cesser d'être généraliste, de chercher une spécialisation. Qu'est-ce qu'on voudrait faire? Qu'est-ce qu'on voudrait raconter? Dans quoi? Mais aussi de se former. C'est très important. Mais ce que le réseau fait déjà, vous organisez des conférences qui sont biennales, justement, et c'est une motivation. Et d'ailleurs, vous organisez, il y a des webinaires que vous tenez très souvent, et demandez aux journalistes de visiter le site. Des fois, on visite le site, vous avez une page, vous avez un compte YouTube, et généralement, vous menez des initiatives, des webinaires qui nous permettent aussi un peu de développer certains sujets en profondeur. Toujours d'apprendre sur du journalisme scientifique. La question des légumineuses, le concours qui a été lancé récemment, il y a des gens qui ont été peut-être motivés et qui ont trouvé aussi ça comme un boost pour aussi lancer leur carrière dans le journalisme scientifique. C'est pas non plus mauvais.
Mais en des termes plus simples, ce que vous pourriez faire, moi, je pense que c'est de poursuivre avec de... Parce que même qui dit concours, ça dépend aussi si vous avez du budget, au fait. Si vous avez un budget assez consistant, on ne peut pas quand même organiser tout le concours tous les 6 mois parce qu'on veut que les journées s'intéressent. Mais non, je ne pense pas que ce soit vraiment la bonne méthode. Ce qu'il faudrait que vous fassiez, c'est d'organiser, selon les moyens qui sont les vôtres, d'organiser mensuellement ou je ne sais pas hebdomadairement, tout dépendra, mais des thématiques, des webinaires autour desquels les journalistes travaillent, les journalistes en fait participent et comme ça ils se cultivent et comme ça ils se forment et donc là vous contribuez à un journalisme scientifique de qualité. Mais si vous pensez que vous avez suffisamment de moyens pour organiser assez des concours, vous pouvez le faire, mais je ne pense pas que ça soit la bonne méthode. Et donc, je demande juste à mes collègues, d'une manière succincte, de cesser d'être généralistes, de se spécialiser, mais aussi d'avoir aussi l'habitude de suivre. Je me rends compte que même les postes du réseau qui n'ont rien à voir avec le concours, des fois, c'est 3 likes, 4 likes, 5 likes. Mais on se rend compte que les postes qui consistent des concours, c'est quand les jeunes sont activés en like, parce que quand il n'y a pas de concours là, même si il y a, s'il vous plaît, la formation, nous payons pour la formation. Mais quand les réseaux nous offrent des formations gratuites, des fois, vous mettez des points de vue, des interviews des chercheurs du domaine et qui peuvent aussi nous cultiver. Mais les gens c'est désintéressent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un prix derrière ça. Il n'y a pas un prix derrière ça. Non, nous devons consulter régulièrement la page du réseau, ses comptes Facebook. Des fois, un webinaire, les légumineuses est passé, c'est sûr, mais un webinaire sur les légumineuses, ça peut toutefois vous cultiver aussi. Donc, nous devons nous former. Et ce que vous faites, c'est déjà bien. Continuez à organiser régulièrement des webinaires. C'est avec ça que nous nous formons et nous allons ensemble bâtir un journal scientifique de qualité. Monsieur Renaud, qu'est-ce que tu proposes? Tu as deux versions, on ne dirait pas contradictoires, mais moi, je dirais plutôt complémentaires. Bon, personnellement, je vais prendre un peu le grand premium de l'idée, même de la proposition de la scientifique d'abord. Effectivement, les concours, ça peut être une motivation, ça peut susciter des intérêts. Et aussi, au-delà même du concours en lui-même et de l'intérêt pécuniaire pour le ou les journalistes qui vont postuler, gagner, il y a la visibilité que cela donne aux articles et au papier, en fait. Personnellement, c'est après le concours que j'ai vu la shortlist, que j'ai regardé ce que d'autres ont écrit sur différents sujets. Il y a, oui, tiens, ça c'est intéressant, ça c'est intéressant, c'est intéressant. Il y a cette dimension-là qui est intéressante, qui crée une émulation naturelle. Parce que, et en dit cela, personnellement, je ne suis pas nécessairement intéressé à l'idée qu'il y ait, je ne sais pas moi, 250, qu'il y ait 10 de journalistes scientifiques nécessairement. Je comprends qu'en tant que réseau, c'est votre intérêt qu'il y ait plus de journalistes scientifiques. Mais c'est une catégorie, c'est une spécialisation très spécifique du journaliste qui, en général, demande soit de la curiosité, soit un background qui vous ramène dedans, ou soit des actions de la vie qui fait que, bon, faut que voilà, vous rentrez dedans. Mais fondamentalement, l'idée qu'il faille nécessairement porter le mouvement ne me semble pas particulièrement. Je ne crois pas je ne crois pas à l'impératif du grand nombre, nécessairement. Je crois plutôt à la force de la spécialisation et, et aux capacités de coordination et de connexion. Je crois plus en ça. Et surtout dans un contexte aussi spécifique que le journaliste scientifique, qui est à 300 degrés où il y a plusieurs choses à chercher, mais en même temps, il y a des méthodes à acquérir. Je m'intéressais plus à dire, à voir comment renforcer les capacités de ceux qui sont déjà dedans et par leur production, par leur capacité à expliquer les choses et à apporter de la valeur, ils vont naturellement attirer de la valeur. Pas nécessairement de la valeur du grand nombre, mais quand même d'une certaine valeur. C'est un peu comme dans le journalisme économique. C'est des choses qui n'intéressent pas à tout le monde, nécessairement. Qui ne sont pas nécessairement accessibles à tout le monde, mais quand le travail est bien fait, ton article parle à beaucoup de gens. Ouais, ton article parle à beaucoup de gens. Et c'est quand tu as la capacité de toucher les bonnes personnes, c'est-à-dire des experts, des banquiers, des financiers, et tu fais, il y a l'effet de levier qu'on fait au niveau, au niveau des organisations, des bailleurs, des soutiens, qui fait qu'on a plus de ressources. C'est la même chose au niveau du journalisme scientifique. Je crois plus, comme le dit, à la force des spécialistes bien formés, des spécialistes bien motivés et structurés, plutôt qu'à l'effet de masse. Vous voyez? Et donc, c'est serait plus ça mon approche. Et en ce sens-là, la capacité du RJSAF à faire des rencontres bisannuelles, à former des gens, à créer des ponts entre chercheurs et journalistes,
à susciter derrière des articles, des papiers qui vont dans différentes directions est déjà un point positif. À côté de ça, je pense que des formations ponctuelles, vous voyez, dans un pays ou dans une localité, on fait un appel à candidature pour avoir 20, 30 journalistes qui s'intéressent à la question scientifique, qui voudraient être outillés sur la méthode scientifique du journaliste scientifique, par exemple. Ça, chose me semble être particulièrement pertinent pour susciter des vocations et créer ces ponts-là. Parce qu'en réalité, le besoin est important. Quand on discute avec des universitaires, on se rend compte qu'il y a un gros gap à ce niveau-là, qu'ils ont besoin en réalité de créer des ponts. Donc, je pense que je m'intéressais plus à créer de la valeur pour la société, à maximiser la capacité d'impact des journalistes actuels, plutôt que nécessairement à augmenter la force du domaine. Dans ce sens-là, le LGSAF a un rôle très important à jouer, déjà par ce type d'opportunité, par le type de vulgarisation, de propositions que vous faites déjà, et par les connexions que vous établissez avec différents bailleurs, partenaires, et universitaires, vous voyez, tout ça qui crée des vocations et qui même, on n'a pas nécessairement besoin d'être exclusivement un journaliste scientifique. Mais alors, déjà, le sens d'intérêt, ouais, la capacité à aborder le sujet, le sens de la méthode, fait qu'on on peut répondre aux besoins qui se posent quand ils se posent. Donc, je m'intéressais plus à cela. Donc, formation, structuration, force du réseau et création de valeur encore pour susciter davantage de vocations, tout simplement. Formation, structuration, force du réseau, Oui, et, concours aussi. En oui, tout oui, bien cas, sûr. ouais, merci. Je pense que c'est tout un cocktail qu'il faut et toutes ces pièces-là sont indispensables pour promouvoir en tout cas le journalisme scientifique en Afrique francophone. Merci à vos chers amis, je vous appellerai comme ça. Merci à vos chers confrères. Renaud, Ruth, Saïbé, je pense qu'on a excédé 1 heure, hein, ça fait 1h30. Vous avez vu qu'à un moment, j'ai switché entre mon ordinateur et mon téléphone parce que là, j'ai toujours pas l'électricité et donc j'étais obligé de me connecter sur mon téléphone. Le plan B, ça marche toujours. Ça fait partie des réalités hein, dans lesquelles nous naviguons, dans lesquelles nous avançons tous. Alors, c'est pas assez facile. Tu peux te retrouver sur un terrain de reportage avec ton téléphone et tes matériels qui ne sont pas suffisamment chargés. Comment faire? Il faut innover. Et en tout cas, merci à vous d'avoir répondu à cette invitation pour partager avec les autres la façon dont vous avez réalisé vos reportages, votre parcours. C'est vrai, on a publié beaucoup sur nos réseaux sociaux votre parcours, donc c'est pourquoi je n'ai plus insisté sur ça. Mais j'ai voulu voir comment est-ce qu'on peut, encore une fois, intéresser plus de journalistes à la couverture des questions scientifiques, d'où ces questions et l'apport que le LGSA pourrait ce que le LGSA pourrait leur apporter. Merci encore, Renaud, Ruth et Saïbé. Et je voudrais finir en disant que cette discussion ne va pas s'arrêter là. Je suis toujours en train de réfléchir à une enquête transfrontalière, à ce que, tu vois, vous trois pouvez réaliser, vos cas pouvez réaliser ensemble un reportage qui a beaucoup plus de force encore et qui pourrait intéresser davantage, qui pourrait ouvrir d'autres champs de réflexion. On va essayer de réfléchir encore plus tard sur d'autres canaux, je ne sais pas si on crie un groupe WhatsApp ensemble. Et si possible, même si le LGSA peut financer cette enquête, c'est une possibilité, on verra bien. Merci encore à vous et félicitations pour le prix que vous avez reçu, pour la qualité de vos reportages. Je pense aussi qu'il ne faut pas se limiter aux 4 reportages qui ont été primés, qu'il va falloir aussi publier les autres soumissions que nous avons reçues pour que, voilà, vous puissiez aussi regarder ce que vos confrères ont produit et ensemble qu'on puisse apprendre des uns des autres. Je pense que c'est ce qui est intéressant dans ce métier, le partage, c'est tellement important et on essaie d'apprendre auprès de l'autre. C'est la fin de cette session pour moi. On n'a pas eu beaucoup de participants aujourd'hui, mais le webinaire va être enregistré. On va partager la vidéo en replay dans nos réseaux sur Facebook, sur LinkedIn aussi pour ceux qui sont en retard, ceux qui n'ont pas pu participer. Je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas l'électricité. Donc, ils verront la vidéo retour de l'électricité. Merci encore à vous. Bonne fin de journée, bonne fin d'après-midi. Au revoir. Merci beaucoup. Et merci à tous. Au revoir. C'était un plaisir. Au revoir et Hâte de vous bye bye. rencontrer bientôt. Wow.
Souhaitez-moi le Ok. retour de l'électricité. On le souhaite, on le Quelle est souhaite. l'électricité établie au Togo, hein? Ouais.